Bonjour à tous et bienvenue. Ce sont des familles comme les autres, mais un jour, leur vie a basculé. Confrontées à l'insécurité politique, les persécutions et parfois même les violences, elles ont dû fuir leur pays pour chercher la sécurité ailleurs. On les appelle des réfugiés. Mais comment ces familles vivent-elles cet exil ? Quelles difficultés particulières se posent pour les enfants et comment se redessine-t-il progressivement un avenir ? Nous en débattons tout de suite avant de voir le documentaire intitulé « Enfants réfugiés » sur le fil d'un exil forcé. Avec nous, pour en parler, nous recevons trois invités. Tout d'abord, Patrick El-Yacoub, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes réfugié irakien, vous avez fui votre pays avec vos parents à l'âge de 9 ans pour venir en France. Alors, on évoquera évidemment la façon dont vous avez vécu, vous, enfant, cet exil. Mais pour commencer, Patrick, pour quelles raisons avez-vous fui votre pays avec vos parents ? Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet pour lequel je suis concerné personnellement. Donc, principalement, les raisons de notre fuite de notre pays sont déjà politiques. Donc, on a vécu, l'Irak est passé par plusieurs guerres malheureusement. Donc, il y a eu la guerre Iran-Irak. Ensuite, il y a eu une petite pause, je dirais, et puis ensuite, on est rentré dans la guerre du Golfe. Aussi, je peux mentionner le régime de Saddam Hussein, qui est un régime dans lequel on n'avait pas accès à toutes les libertés. Il y a aussi, d'autre part, les causes religieuses, je dirais, ethniques religieuses, dans la mesure où ma famille et moi faisons partie de la minorité chrétienne irakienne. Chrétiens d'Irak. Chrétiens d'Irak, exactement. Nous sommes des Assyro-Chaldéens, qui avons une civilisation très ancienne. Nous étions aussi, nous avons commencé à être ciblés petit à petit dans un espèce de processus, malheureusement, d'islamisation de l'Irak qui continue aujourd'hui et qui est de plus en plus violent contre la minorité chrétienne. Nous recevons également Jean-François Ploquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Forum Réfugiés, une association qui milite depuis, on va dire, plus de 25 ans pour le droit d'asile. Je précise que Forum Réfugiés gère plusieurs centres d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés statutaires et que vous assurez aussi un accompagnement à la fois juridique et social de ces personnes. Alors, petite question aussi en préambule, Jean-François Ploquin, est-ce que l'opinion publique vous semble aujourd'hui sensible à la question de l'asile ou est-ce qu'il y a une méconnaissance sur le statut de réfugié, un statut spécifique ? Je crois que l'attention que l'opinion accorde aux réfugiés, elle est liée en grande partie au fait de l'actualité. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas, on oublie, on ne les voit pas, les réfugiés, puis tout d'un coup on y pense très fort. Par exemple, lorsque il y a 2 mois, 123 Kurdes de Syrie sont arrivés sur une plage corse, tout d'un coup l'attention se focalise et là brutalement on voit des hommes, des femmes, des enfants qui ont échoué sur une plage et si on rentre un petit peu, si on devient attentif au pourquoi du comment, ces gens sont arrivés ici. Alors oui, on voit que des gens ont fui, qui se sont exposés, qui ont pris le risque d'un long voyage. Et en rentrant en essayant de comprendre ce qui s'est passé, tout d'un coup, oui, l'opinion, je crois, a la possibilité de voir que un réfugié, alors peut-être c'est la différence qu'entre un réfugié et quelqu'un qui émigre simplement. Oui, parce est-ce qu'il n'y a pas parfois effectivement une forme de confusion entre immigration économique et réfugiés ? Alors, bon, ce sont des populations étrangères qui arrivent, donc elles sont toutes migrantes au sens où elles bougent, elles se mettent en mouvement, elles quittent un lieu pour un autre. Je dirais que la différence, pour schématiser, c'est qu'un immigré, c'est quelqu'un qui va chercher un mieux. C'est quelqu'un qui, là où il est, ne trouve pas les conditions de son épanouissement. Et parfois, qui doit vraiment partir pour trouver des conditions de vie normales. Un réfugié, c'est quelqu'un qui essaie d'échapper au pire. C'est quelqu'un, il y a le mot refuge.
c'est la fuite d'un danger, c'est la recherche d'une protection, parce que là où on était dans son pays, on est menacé. Voilà, c'est vraiment la différence fondamentale. Je termine ce tour de table avec Séverine Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue au Centre de santé Essor Forum Réfugiés. Il s'agit de l'unique centre en Rhône-Alpes qui accompagne des personnes en état de souffrance psychique liées à l'exil et qui ont aussi vécu pour certaines des tortures. Alors, précisément, Séverine Masson, est-ce que l'exil s'accompagne souvent de difficultés psychologiques ou en tout cas émotionnelles fortes? Alors oui, en effet, donc chaque situation est singulière, hein, mais effectivement, les personnes qui quittent leur pays ont dû partir de chez eux de manière forcée, hein, pour fuir des situations de violence, de discrimination, de grande précarité. Et l'arrivée en France, qui intervient comme soulagement, apparaît dans l'après-coup dans quelque chose de difficile, hein, avec cette pensée de la perte, de la rupture et de la séparation avec les familles laissées au pays. Donc l'exil s'accompagne bien évidemment de charges émotionnelles, de douleurs, de souffrances. On regarde tout de suite un premier extrait du documentaire qui sera diffusé en dernière partie d'émission avec, vous allez le voir, un père, un réfugié qui parle du déchirement qu'a représenté pour lui le fait de devoir quitter son pays. Ça c'est nos restaurants en Albanie. C'est terrasse partout, ça s'appelle l'Enigma Café. L'intérieur. Et ici, c'est moi. J'attends les clients. Ici, c'est Fatline, dans la maison. Ah oui, il était mignon. Oui, les coussins d'oreilles sont jolis. Ouais. C'était les meilleures villes là-bas. Je viens d'Albanie. J'ai quitté l'Albanie toujours pour les raisons politiques. En fait, j'étais agressé et menacé. Et j'ai quitté l'Albanie à cause des raquettes. Et j'ai quitté l'Albanie juste pour gagner la vie pour mon enfant et pour mon fils. Cette époque, j'étais que lui. Parce que son vie, il était vraiment dangereux. Cette époque, je pensais même pas pour moi-même. Parce que quand tu quittes le bonheur, je pense c'est vraiment dur et c'est pas le choix. Je pense qu'il y a personne du monde qu'il va quitter une bonheur ou une vie normale pour plaisir. Et toi, ça va? Patrick, vous, comment vous avez vécu l'éloignement de votre pays enfant? Je rappelle que vous aviez à l'époque 9 ans. C'est tout d'abord une rupture. C'est-à-dire que c'est une rupture par laquelle on vit l'éloignement de notre maison, simplement comme on le disait dans le reportage, l'éloignement de notre pays, l'éloignement de notre culture. Donc c'est une grande difficulté parce qu'on quitte tout ça et on est obligé de le quitter. Il y a aussi la rupture familiale, bien sûr, dont aussi Séverine a parlé, parce qu'on quitte nos grands-parents, par exemple, et on ne sait pas si on va les revoir. On ne sait pas si on va les revoir un jour. D'ailleurs, moi, j'ai perdu mon grand-père que je n'ai pas revu depuis. Jean-François, de quel pays viennent principalement, donc là on a parlé de l'Irak, mais de quel pays viennent principalement les réfugiés qui arrivent en France? Et quelle est la part des familles? Est-ce qu'elle est importante? Alors, les principaux pays d'origine, ça varie un petit peu d'une année sur l'autre, mais en gros, il y a des pays qui constituent justement, qui viennent des Balkans, de l'ancienne Yougoslavie, Kosovo en particulier. Il y a toute la partie du Caucase aussi, la région du Caucase. Donc il y a beaucoup de Russes tchétchènes qui viennent, et puis il y a des Arméniens, des Azéris qui viennent également. Et puis ensuite il y a des arrivées qui seront liées à des situations de guerre qui ont pu se prolonger. Je pense notamment au Sri Lanka. Hein, ça fait 25 ans que la demande d'asile sri-lankaise est très importante et le Sri Lanka était le deuxième pays d'origine en 2009. En Afrique centrale, la RDC, donc l'ancien Zaïre, hein, est aussi un pays qui voit beaucoup de ces populations partir demander l'asile. Voilà, c'est donc les principales régions du monde aujourd'hui. Les compositions familiales dépendent justement précisément un petit peu de ces nationalités. Il y a alors c'est vrai que de moins en moins,
si on compare, si on voit l'évolution depuis une vingtaine d'années. De moins en moins, le demandeur d'asile, c'est un jeune homme de 25 ans, célibataire isolé. De plus en plus, on voit des familles arriver avec des enfants. Moins de mineurs isolés tout dernièrement, mais beaucoup de mineurs avec les parents, hein, donc des familles qui se déplacent. C'est le cas notamment des populations qui viennent du Caucase. Comment est vécue, Séverine, par les demandeurs d'asile, leur arrivée en France ? De ce que je peux voir, c'est vrai qu'au départ, il y a quand même quelque chose du côté de l'apaisement, du soulagement. Hein. Malgré tout, très rapidement, il y a cette phase comme ça pas de déception, mais un peu de désillusion. Donc du coup, avec toute une autre démarche, toute une autre lutte, une autre bataille à mener. Alors avec quelque chose du côté de l'irréversibilité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en suspens, où on n'est ni ici, ni encore là-bas, et ni tout à fait ici. Donc, un temps de latence qui est celui de l'attente de la demande d'asile d'ailleurs, non ? Tout à fait. Donc deux temporalités. Une temporalité qui est liée au passé, hein, avec toutes ces ruptures, ces pertes, ces séparations. Et puis il y a cette temporalité qui est très saccadée, qui est très, on va dire, subie aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les personnes, les parents notamment, sont dans un état un peu régressif et dépendant du monde des grands décideurs. Des avocats, le monde de la préfecture, le monde institutionnel. Donc voilà, il y a une temporalité compliquée à gérer. Patrick, vous étiez dans quel état d'esprit à votre arrivée ? Vous vous souvenez ? Ça remonte un petit peu à quelques années. Ça remonte plus exactement fin des années 92. De l'année 92, pardon. Donc c'est vrai, il y a deux côtés, moi je dirais. Il y a le soulagement, parce qu'on se dit qu'on a sauvé notre vie. Mais d'un autre côté, il y a aussi une nouvelle épreuve. Je n'irai pas jusqu'à dire une souffrance, mais la difficulté parce que vous avez entre guillemets un choc culturel. C'est-à-dire que vous arrivez, moi qui suis issu d'un pays donc oriental, vous avez une culture qui est assez différente de la culture occidentale. Donc vous avez déjà le barrage de la langue aussi. Jean-François, quel est le parcours type d'une famille qui arrive en France, hein, une famille avec enfants, hein. Quels sont leurs droits ? Alors, une famille qui arrive en France et qui demande l'asile, d'abord, il faut qu'elle demande l'asile. C'est-à-dire qu'elle va contacter la préfecture, hein, qui est ça a déjà été dit, qui est l'autorité administrative qui va lui permettre, qui va l'admettre au séjour, hein, et qui va lui remettre le formulaire qui lui permet de demander l'asile. Donc la première chose, c'est l'accès au séjour. On a une autorisation provisoire de séjour d'1 mois, hein, le temps de faire la demande d'asile. Puis ensuite, on a un récépissé de demande de titre de séjour qui est renouvelé tous les 3 mois, hein, le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, étudie la demande, donne sa réponse, et si elle est négative, le temps de se retourner vers la Cour nationale du droit d'asile qui, en deuxième instance, va examiner la demande. Et puis, tant qu'on est dans cette demande-là, on a ce séjour précaire. Et pendant ce temps-là, comment vivent ces personnes ? Alors, on a 2 solutions. On peut solliciter un hébergement. Hein, alors le problème, c'est que il y avait, si on compte la totalité des personnes, y compris mineurs accompagnants, on était à 33 000 demandes d'asile en 2009 et il y a 20 400 places dans les centres d'accueil, dans tout ce qu'on appelle le réseau national d'accueil. Alors il y a ceux qu'on arrive à faire rentrer dans ce dispositif et puis il y en a qui sont... Et les familles sont prioritaires. Et les familles sont prioritaires, donc tout à fait. Donc je dirais la totalité des familles quand même sont hébergées. Alors, il y a un certain nombre de familles quand même qui sont à la rue, non ? Enfin, me semble-t-il. Alors à la rue, non, mais dans un système d'hébergement d'urgence. Donc là, on a une insuffisance d'offres d'hébergement qui est manifeste. Et est-ce que ces familles ont une petite allocation pour vivre le temps de la procédure ? Et si oui... Alors il y a 2 choses. Hein. Il y a effectivement... Alors ceux qui ne demandent pas un hébergement, parce qu'ils ont d'autres solutions, ont droit à ce qu'on appelle l'ATA, donc l'allocation temporaire d'attente, qui est de 30 € par jour à peu près, hein, et qui permet de survivre par personne, enfin pour un adulte. Sachant que les demandeurs d'asile n'ont pas accès au travail, hein, donc ils n'ont pas le droit de travailler. Il faut être reconnu réfugié pour pouvoir être autorisé à travailler. Hein, donc ils sont dans ce système précaire. Et puis alors ceux qui sont hébergés en centre ont un petit véhicule qui leur permet de vivre. Donc on leur offre le gîte et il y a un petit pécule pour le couvert. Voilà. Patrick, qu'est-ce que l'exil a modifié, a chamboulé dans la vie de la famille ? Écoutez, moi, la principale chose que je dirais, c'est le renforcement des relations familiales.
la solidarité qui augmente au niveau de la famille. Au niveau des relations concrètement enfants-parents, je dirais qu'il y a un dialogue. Vous vous sentiez plus proche? Exactement. Pour quelle raison? Moi, je pense que c'est parce qu'on se sent plus chez nous, donc on resserre les liens. On resserre les liens pour pouvoir être fort et pouvoir affronter cette nouvelle vie et pouvoir s'intégrer, correctement. Donc il y a la solidarité qui s'accroît au sein de la famille. Vous savez sans doute, donc encore une fois, à cause des difficultés de la langue française, les enfants sont souvent un soutien concret pour les parents, pour pouvoir les aider tout simplement. Est-ce que vous avez appris à parler plus vite Exactement. Français C'est-à-dire que les enfants, c'est généralement plus rapide parce que on commence à l'école en fait. Donc à l'école avec les enfants, etc., on apprend plus vite la langue. Donc cela permet en fait de nous transformer en appui pour les parents, c'est-à-dire d'être par exemple pour les aider à faire leur courrier, à comprendre les courriers, à faire les démarches auprès de vous étiez responsabilisé en même temps. Exactement. Beaucoup plus tôt. Exactement, c'est-à-dire que il y a un renversement des rôles. Exactement, il y a tout dans le respect bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilisation plus rapide des enfants. Séverine. Qu'est-ce que l'exil modifie dans la relation parent-enfant, dans la vie familiale? J'imagine que ce qu'évoque Patrick vous parle. Tout à fait. Alors, de la même manière, tout va dépendre encore des familles, des personnalités. Donc, comme le dit Patrick, il peut y avoir des familles, justement, où cette situation un peu de rupture, de déliaison avec le pays d'origine va renforcer les liens au sein de la famille parce que, du coup, effectivement, on se recroqueville dans les liens familiaux face à la menace de l'intégrité psychique, de l'éclatement de cette intégrité-là par rapport à la différence culturelle. Il peut y avoir aussi d'autres configurations. Disons que la problématique de l'exil est une problématique avant tout familiale, parce qu'il y a ces changements des codes culturels, des codes sociaux. Donc il peut y avoir, alors on a tous un fossé intergénérationnel, mais du coup il peut être un petit peu plus important avec un fossé plus culturel et social. Alors, et est-ce qu'on observe, comme vous sembliez le dire, effectivement que les enfants, par moments, vont jouer les rôles d'accompagnateurs des parents, une forme de renversement des rôles? Alors on l'observe assez souvent, c'est-à-dire que finalement le rôle de parent qui est celui de transmetteur de l'expérience habituellement peut voir son rôle se soustraire au rôle des enfants qui vont avoir parfois un rôle de médiateur, de traducteur et justement d'expérimenter, parfois être vécu comme plus compétents que les parents, donc les enfants qui vont pouvoir parfois détenir une clé de la relation entre les parents et l'assistante sociale, par exemple. Et est-ce que ça peut poser problème en même temps? Alors parfois, et même assez souvent, oui. C'est un peu parfois ce qu'on observe, c'est-à-dire des enfants qui sont un petit peu eux-mêmes, qui vivent la difficulté de se voir, on va dire parfois plus compétents que les parents et de du coup porter quelques responsabilités concernant la relation avec l'institution, etc. Donc, et puis du côté des parents, un vécu parfois de manque d'efficacité parentale qui va modifier les pratiques éducatives aussi, ou un sentiment de déclassement ou de perte de légitimité parfois. On regarde tout de suite un deuxième extrait du documentaire, cette fois sur l'intégration des réfugiés. Oui, je pense que je me suis bien intégré parce que quand je suis arrivé au début, j'étais au collège. J'étais pour 2 ans. Et oui, avec l'école, c'était plus facile parce que j'ai appris la langue plus rapide que les autres qui ne vont pas à l'école. C'est normal. Pour mes parents, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils ne parlent pas le français. 2-3 mots, bonjour, bonsoir, oui, ils connaissent, mais pas plus. Donc, s'il y a des besoins où les parents ils peuvent pas, ou il n'a pas la possibilité de le faire, c'est normal que les enfants ils doivent faire. La foca. Ça changeait beaucoup de choses. En fait, ça changeait la mentalité aussi. Ça, je pense que c'est la première.
ça changeait aussi l'être un petit peu solitaire. Oui, parce qu'en Kosovo, j'avais des amis et quand je suis venu ici en France, je n'ai moins, mais je n'ai aussi quand même. Patrick, alors il parle de l'amitié, de l'école. Pour vous, comment s'est passée votre intégration en France, à la fois sociale, mais aussi scolaire? Au niveau de mon intégration personnellement, donc moi, quand nous sommes arrivés en France, j'ai été accueilli dans une classe qu'à l'époque on appelait CLAD. Ça a changé, il me semble, le nom aujourd'hui. C'est des classes d'intégration, hein, c'est ça, c'est une classe pour enfants d'origine étrangère. Exactement. Donc pour apprendre la langue. Tout à fait. C'est vraiment pour apprendre la langue, c'est le français, l'alphabet, etc. Et puis ensuite, j'ai continué donc, au niveau de mes études pour arriver, il y a 2 ans et quelques, à un master en commerce international. Donc c'est vrai que... En préparant cette émission, vous m'avez quand même dit que vous avez Bac+5. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement en tout cas, pour l'intégration scolaire, c'est plutôt réussi. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'avais le soutien très fort de ma famille pour pouvoir faire des études. Et justement, si vous voulez, pour montrer aussi que c'est une espèce de dette en fait envers les parents, pour montrer aux parents que eux ont dû tout quitter, n'ont pas pu faire leur vie, réussir dans leur pays. Ils ont été obligés de partir, laisser tomber tout ce qu'ils avaient. Donc nous, ici, moi j'ai un sentiment personnellement de pouvoir réussir pour rendre un petit peu cela à mes parents. Vous deviez de réussir, vous le viviez... Je me dois de réussir, c'est aussi pour moi. Parce que je pense que c'est avec la connaissance qu'on peut comprendre aussi le pays et pouvoir encore mieux s'intégrer. Séverine, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intégration de ces enfants? Ce qu'on peut dire, c'est que les enfants investissent assez vite l'école, parce que c'est finalement le lieu où ils peuvent retrouver leur place d'enfant. Parfois, il y a vraiment aussi un surinvestissement de l'école pour masquer le stigmate un petit peu de la demande d'asile ou pour répondre aux attentes parfois des parents. Donc, il y a l'idée effectivement du point d'ancrage, de la relève parfois. Donc, alors il y a aussi le revers de la médaille aussi, parce que du coup il peut y avoir le conflit entre deux cultures, la culture familiale, la culture d'origine et puis la nouvelle culture de l'école. Donc l'école peut être un moteur d'intégration s'il n'y a pas de conflit finalement, de loyauté par rapport à cette question de la culture aussi. Pour les parents, est-ce que l'intégration est plus compliquée que pour les enfants ? Tout à fait, donc moi si je peux me permettre, c'est vrai que le grand problème, je dirais, c'est la langue. Parce que ils apprennent moins vite en fait que les enfants. Ils ont réussi à retrouver un travail, vos parents ? Tout à fait, donc moi personnellement j'ai mon père qui est donc chauffeur de bus TCL. Donc, et puis ma mère qui travaille à l'université au niveau de l'entretien en fait. On perd en fait au niveau de notre statut social. Pourquoi ils avaient un autre métier, un tout autre métier écoutez, en Irak ? par exemple, ma mère, elle avait un niveau de secrétariat comptable. Et ici, elle fait de l'entretien. Séverine, on sait depuis longtemps qu'il faut répondre aux besoins matériels des réfugiés en termes de logement, d'aide sociale. Mais est-ce qu'il faut les aider aussi à recouvrir une force émotionnelle, travailler sur la solidité des liens familiaux ? Je crois d'ailleurs que le centre de santé dans lequel vous travaillez est relativement récent. Aider les familles, c'est aussi aider à retrouver un espace parfois un espace de parole aussi. C'est-à-dire que certains enfants n'ont pas forcément connaissance du processus familial de l'exil et de la demande d'asile ou du pourquoi il a fallu fuir le pays. Parfois, il y a Pourquoi ? aussi... Parce qu'on veut le protéger justement, et du coup il y a des non-dits. Ça peut être cette configuration, ça peut être très compliqué, ça peut être sous un mode culturel où on ne dit pas forcément tout aux enfants dans certains pays aussi. Ça peut être du fait qu'il y a eu des violences qui ont été peut-être subies. Alors du coup, les violences peuvent contaminer le véhicule de parole familiale sous forme de tabous, de secrets familiaux, de transmission de non-dits aussi. Donc voilà, l'idée c'est aussi déjà d'aider les familles à retrouver, on va dire, un état communicatif serein et apaisant. Et soutenir les familles, c'est aussi redynamiser cette résilience au sein des familles en faisant appel aux ressources culturelles notamment. L'idée étant de ne pas mettre en rivalité les deux cultures aussi.
Patrick, pour vous, combien de temps a duré la procédure et comment vos parents ont vécu ce moment-là, l'attente, puis l'obtention du statut de réfugié? La procédure dans sa totalité pour obtenir le statut de réfugié a duré à peu près 6 mois, peut-être un peu plus. Court alors. Voilà. Court, non? Donc nous avons eu de la chance parce que... OFPRA, vous n'êtes pas allé devant la Cour nationale de l'asile. On a eu le statut de réfugié par l'OFPRA. En première instance. Vous n'êtes pas allé en appel. En première instance, exactement. Alors je connais aussi des familles qui sont passées en deuxième instance et avec une durée... ça peut être beaucoup plus long. Très grande. Voilà. Alors après, pour revenir à votre question, au niveau de l'attente, eh bien, on attend dans la crainte quand même. Parce qu'on a peur, si notre demande est rejetée, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on va être expulsé de la France? Il nous est impossible de rentrer dans notre pays parce que c'est très dangereux. On risque notre vie. Alors, précisément, Jean-François Ploquin, en 2009 en tout cas, mais je pense que d'une année à l'autre, les chiffres ne varient pas trop. Seulement un demandeur d'asile sur 3, vous me dites si je me trompe, a obtenu le statut de réfugié. Est-ce que vous estimez que certaines personnes échappent à l'obtention de ce statut alors qu'elles seraient légitimement en droit de l'obtenir? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chiffre de 30% qui est quand même pas très important, 30% d'obtention, donc 70% de déboutés du droit d'asile? C'est très difficile de commenter le chiffre en masse. C'est 30% effectivement. Il faudrait ensuite distinguer selon les nationalités. Il y a si je prends par exemple le cas de la communauté assyro-chaldéenne, on a des taux d'accord qui sont très, très forts, très élevés. Enfin, on est à 90%. Sur certaines nationalités, on est sur des taux beaucoup plus bas. Donc voilà, il faut commencer par relativiser, par examiner les... Bon. Ensuite, comment dire il y a une petite anomalie qu'on peut déjà signaler, c'est le fait que davantage de statuts sont octroyés en seconde instance qu'en première instance. Donc en appel. La Cour nationale du droit d'asile reconnaît davantage de personnes réfugiées, donc en contestant le refus qui est fait par l'OFPRA, que par cette première instance. Bon. Alors après, il y a tous les manques qui peuvent éventuellement accompagner la procédure. C'est-à-dire, est-ce que la personne s'est trouvée toute seule démunie pour faire sa demande d'asile? Est-ce qu'elle a pu être accompagnée d'un interprète ou pas? Est-ce qu'elle a reçu les bons conseils ou bien parfois des mauvais conseils? Mais ceux qui sont accompagnés, notamment en centre, notamment par Forum Réfugiés, ont plus de chances d'obtenir le statut de réfugié. Ils ont plus de chances parce que ils ont un environnement qui connaît la procédure, qui connaît la jurisprudence, qui connaît les termes à employer, les termes à ne pas employer, et qui va aider la personne à accoucher de la réalité. Il faut bien voir, Séverine en parlerait mieux que moi, mais quand on a subi des violences, souvent le résultat de ces violences, c'est plutôt le silence. C'est-à-dire que un demandeur d'asile peut être amené à ne pas dire ce qu'il devrait dire. Parce que il faut souvent une violence, il faut briser l'œuf finalement pour pouvoir être reconnu réfugié, il faut faire sortir tout ce qu'on voudrait oublier. Patrick, qu'avez-vous retiré de votre parcours, si je puis m'exprimer ainsi? Écoutez, moi j'en tire des choses plutôt positives. C'est une expérience donc très formatrice qui nous permet de pouvoir affronter la vie avec force, parce qu'on a vécu des choses très difficiles, donc on relativise beaucoup après, pour des choses simples de la vie, donc on devient plus fort. Moi en tout cas, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est le sentiment que vous avez, tous deviennent plus forts. C'est-à-dire que ça fait écho effectivement des sensations que j'ai parfois où ces personnes-là, mine de rien, luttent vraiment pour la vie. C'est-à-dire que le fait de partir de son pays, c'est très dur, mais il y a quelque chose de très vivant aussi. Et je me souviens de l'image qu'une dame m'avait donnée où elle se comparait à une petite mouche qui était dans un verre de lait, où elle se débattait. Alors elle était épuisée à force de se débattre, mais que finalement son espoir c'était que ce lait se transforme en beurre et qu'elle puisse enfin se poser. Mais ça marche avec une grenouille. La mouche a plus de mal. Donc oui, il y a quelque chose comme ça du côté de la résilience, de la ressource. Voilà. Pour terminer et pour conclure, peut-être déjà à vous, Séverine, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire, néanmoins, pour assurer la protection de ces familles et de ces enfants qui, on l'a bien compris, ont quand même eu souvent un parcours très difficile, très douloureux? Le soutien psychologique est très important parce qu'au fond,
travailler sur les relations entre parents-enfants, c'est travailler aussi sur les violences qui ont été subies, que ce soit pendant l'exil ou au pays. Et puis la dernière petite chose, c'est que finalement, ce serait de faire la promotion de l'idée de la nécessaire protection et de la bientraitance, c'est-à-dire que la société doit être aussi un tiers protecteur pour que la famille, pour que les parents soient aussi bientraitants, c'est-à-dire qu'un parent qui vit dans une société bientraitante fait que le parent devient lui-même bientraitant. Donc travailler sur cette notion aussi parfois narcissique, c'est-à-dire qu'un père qui se sent légitime et respecté dans la sphère sociale peut être un père qui peut renforcer des liens avec son enfant aussi. Jean-François Ploquin, pour conclure. Pour conclure, tout à l'heure on a entendu un témoignage, quelqu'un qui disait que s'exiler c'est parce qu'on n'a pas le choix. Bon. Eh bien la société d'accueil elle a le choix. Et donc je crois que comme société française, comme citoyen, comme acteur, etc., on est dans ce choix à répéter sans arrêt de mieux accueillir. Et ça dépend pour partie du législateur, ça dépend pour partie de l'administration, des services sociaux, etc. Ça dépend aussi de chacun, enseignants, voisins de palier. Et cette place faite, cette ouverture, ce regard positif sur l'autre, cette ouverture, elle est déterminante pour faciliter cette entrée dans la société française et elle débouche inévitablement sur un échange et un enrichissement mutuel. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pour poursuivre la réflexion, je souhaiterais vous présenter différents ouvrages. Tout d'abord, pour ceux qui souhaitent en savoir beaucoup plus sur l'asile, le rapport annuel de Forum Réfugiés, l'asile en France et en Europe, état des lieux 2009. Je vous conseille également vivement de Tayeb Ferradji, Ces exils que je soigne. C'était aux éditions de l'Atelier. Il s'agit du témoignage d'un psychiatre qui a recueilli la parole de ses patients, mais qui parle aussi de sa propre histoire personnelle, puisqu'il est lui-même un exilé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis, rapidement, je termine par 2 livres, cette fois-ci, pour les enfants, un magnifique album qui raconte le parcours d'un jeune Angolais parti pour sauver sa peau et se sentir en France. Dieu merci, si vivant, comme il dit. C'est donc aux éditions Albin Michel Jeunesse et c'est un ouvrage signé de Thierry Lenain. Et puis, rapidement, un ouvrage, cette fois-ci, pour les plus grands, Le temps des miracles d'Anne-Laure Bondou. C'était aux éditions Bayard Jeunesse. Place maintenant au documentaire Enfants réfugiés sur le fil d'un exil forcé. Quand on est parti, on était dans un camion. C'était pas très très grand, mais il y avait à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes à peu près, entre mari, femme et les enfants. C'était très dégueulasse la situation. Parce qu'avec les enfants qui 24 heures sur 24 qui pleurent, le bruit des roues du moteur, sans lumière, à manger, pas beaucoup. L'indispensable, c'était l'eau. Mais à la fin, on a mis le pied dehors. Oui, on était content d'avoir le sourire dans le visage. Bonjour. Bonjour Dinel. Ça va bien? Ça va et toi? Je suis passé par là, s'il y a du courrier. Ok. Non, il n'y a pas de courrier aujourd'hui. Et si je te dérange pas, est-ce que je peux savoir la prochaine sortie? La prochaine sortie en animation?
c'est demain après-midi, bowling à la Pardieu. Ah, mais d'accord. Et écoute Aurélie, on peut faire comme ça si je passe plus tard parce que je dois parler avec mes parents. Bah, passe cet après-midi pour me dire alors. Eh ben, merci beaucoup, je te laisse ton Je travail. t'en prie. Allez, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Je suis ici en France à peu près 2 ans et quelques mois. Et je suis avec mes parents, une sœur et un frère. Je suis demandeur d'asile et j'attends le statut de réfugié. On a quitté du Kosovo parce que c'est très difficile à rester là-bas. On n'a pas la possibilité du sortir, on n'a pas la possibilité de travailler. Les enfants, ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Tout ça a commencé avec des raisons politiques. Hein. Après, les raisons politiques, c'est comme ça que ça commence toutes les guerres. Et il y a aussi les Albanais, ils ont pensé que nous, on était donc, c'est pour on dit comme ça, c'est pour domi des gitans et domi kosovars, mais c'est plus vers la part des gitans. Et donc, ils ont pensé qu'on était on était comme avec les Serbes. Ils ont pensé ça, et donc, ils nous ont levé tous les notre priorité. Et donc, on n'a pas la possibilité de rester là-bas. Tu viens ça, le taxi, je peux? Po them që na shtarri nuk di. Falni pak rrugë që tash ti. Unë me foli keq, ma mirone mes me fol. Se kur pesha atë sen nalt që pëqet mik. Je peux avoir un vie meilleure. Donc, on est venu aussi en France parce que on a aussi des autres familiaires et on sait il nous a déjà expliqué que la vie ici en France, c'est très bon. C'est plus libre et c'est plein de chance. Après, ça dépend de nous. En fait, ma mère, elle était journaliste dans mon pays, en Géorgie. Voilà, en fait, c'est l'article que ma mère elle a écrit dans le presse. Je vais vous lire un extrait. Le 26 juillet, au matin, le journaliste Giorgi Sanaya a été assassiné à son domicile à Tbilissi. L'humiliation, l'agression, l'intimidation des journalistes en raison de leurs activités sont devenues un fait assez banal en Géorgie. Le climat qui règne dans le pays nous fait penser qu'il s'agit d'un assassinat politique bien organisé dont le but est l'intimidation des journalistes et la soumission des médias libres. Et quand elle a publié cet article, elle a reçu beaucoup de menaces et même le gouvernement lui proposait l'argent pour qu'elle se retire de son travail. Et ma mère, quand elle voulait pas, après, ils ont menacé de meurtre, comme la personne qui a été assassinée. C'est pas ça. Quand on a décidé de partir, en fait, on avait déjà payé pour moi, mon père, ma mère et ma petite sœur pour venir en France. Mais à la fin, ils nous ont dit, le jour qu'on devait partir, qu'ils nous ont dit l'argent ça vous suffit pas pour 4 personnes, vous êtes obligés de partir à 3. Comme j'étais la plus grande, ma mère elle a préféré que c'est moi qui reste que plutôt ma petite sœur. Et quand ils sont partis, moi je suis restée chez ma cousine pendant 3 ans. T'as vu, il y a des montagnes partout. Ouais. Chez nous, il y a les montagnes. Parce que nous habitons au nord d'Albanie. Ça dit au nord d'Albanie, il y a les montagnes. Regarde ici. Ça, c'est nos restaurants en Albanie. C'est les terrasses partout. Ça s'appelle Enigma Café. L'intérieur. Et ici, c'est moi. J'attends les clients. Ici, c'est Fatlind, dans la maison. T'as vu, il était mignon.
Ouais, les coussins d'oreilles sont jolis. Ouais. C'était la meilleure vie là-bas. Je viens d'Albanie. J'ai quitté l'Albanie toujours pour les raisons politiques. En fait, j'étais agressé et menacé. Et j'ai quitté l'Albanie à cause des raquettes. Et j'ai quitté l'Albanie juste pour gagner la vie pour mon enfant et pour mon fils. Cette époque, j'étais que lui. Parce que son vie, il était vraiment dangereux. Cette époque, je ne pensais même pas pour moi-même. Parce que quand tu quittes le bonheur, je pense c'est vraiment dur et c'est pas le choix. Je pense qu'il n'y a personne du monde qu'il va quitter une bonheur ou une vie normale pour plaisir. Et toi? Ça va? Voilà. Je suis parti en Allemagne, j'ai demandé asile, ils ne me sont pas acceptés. Et après, toujours forcé, je suis parti aux Pays-Bas. Et ben, j'ai resté là-bas 1 an et demi, toujours en demande. Et un jour, j'étais fatigué, c'était jusqu'à ici. Et après, j'ai pris la deuxième décision. Et je suis parti ici, je suis venu ici en France. Et ben, je suis mal tombé. Je les ai rencontrés dès leur arrivée en France, pratiquement. Je les rencontre et il y avait déjà pour eux une première étape à franchir, c'était devenir un demandeur d'asile lambda, classique, avec les droits qui sont attachés au statut de demandeur d'asile classique, c'est-à-dire un hébergement, un minimum pour vivre chaque mois. Surtout que là, c'était une famille avec 2 enfants, des enfants en bas âge. Et donc, il fallait franchir cette étape. Et c'est là que pour eux, ça a été compliqué, puisqu'effectivement, franchir cette étape leur a pris plusieurs années, je dirais 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Il y a eu des embûches juridiques qu'il a fallu que je démêle. Donc, tout d'abord, un placement au règlement Dublin. Règlement Dublin, donc, c'est le texte européen qui s'applique en France et qui dit substantiellement que lorsqu'une personne est passée par un autre pays d'Europe, il y a éventuellement demandé l'asile, c'est ce pays-là qui est compétent pour examiner une éventuelle nouvelle demande d'asile ou leur sort. C'est mieux si tu commences cette école ici. Tu peux regarder Internet. C'est quoi que c'est? Elle m'a dit c'est ouais. Ah, passo polido. En fait, on n'est pas dehors, donc je pense que ça va bien. Donc on a à dormir, à manger, à boire. Et donc je pense... non, on est fortunés. On a de la chance. Oui, je pense que je me suis bien intégré parce que quand je suis arrivé au début, j'étais au collège. J'étais pour 2 ans. Et oui, avec l'école, c'était plus facile parce que j'ai appris la langue plus rapide que les autres qui ne vont pas à l'école. C'est normal. Pour mes parents, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils ne parlent pas le français. 2-3 mots, bonjour, bonsoir, oui, ils connaissent, mais pas plus. Donc, s'il y a des besoins où les parents ils peuvent pas, ou il n'a pas la possibilité de le faire, c'est normal que les enfants ils doivent faire. Ah, la foca. Ah, ça changeait beaucoup de choses. En fait, ça changeait la mentalité aussi. Ça, je pense que c'est la première. Ça changeait aussi l'être un petit peu solitaire. Oui, parce qu'en Kosovo, j'avais des amis et quand je suis venu ici en France, je n'ai moins, mais je n'ai aussi quand même. Depuis qu'on est venu ici en France, oui, on passe aussi plus de temps ensemble. On discute plus, comment dire, on est plus attachés. Ouais, en Kosovo, il y avait beaucoup, on peut utiliser bordel. En Kosovo, c'était un petit peu un bordel et donc nous on dit qu'on ne savait pas, on a laissé notre tête. Et donc ici, on n'a pas peur de sortir, on n'a pas peur de voir qui y a qui derrière et donc on est plus libre et ici on communique plus, je pense.
Pour moi, c'est très difficile le reste de Magda dans mon pays. Magda, il avait 12 âges. Pour moi, très très difficile tout reste Magda là-bas dans la Géorgie. Tous les jours, nous pensons comment tout prendre Magda ici, en France. Au début c'était dur, mais après petit à petit je me suis habituée. Ma mère elle m'appelait presque 3 fois par semaine. Je parlais avec ma petite sœur, avec mon père, avec tout le monde, mais c'était pas pareil qu'ils sont à côté de moi. Et voilà, ils me protègent. Et j'avais trop peur parce qu'en fait j'étais kidnappée plusieurs fois. Et même je sortais pas dehors, je sortais pas avec mes amis, j'avais tout le temps peur qu'il y a quelqu'un qui me fait du mal. Même j'ai arrêté d'aller en cours. Pendant 1 an j'étais chez moi, je prenais les cours à la maison. Comme ça j'étais plus en sécurité. Voilà. Je suis arrivée en France, c'était en août 2006. Au début, c'était un petit peu difficile parce que je parlais pas bien la langue. Je comprenais rien, je venais d'arriver dans un pays que je connaissais pas. C'était un petit peu différent pour moi, c'était un petit peu dur. Mais après, quand j'ai appris à parler en français, je commençais à aller à l'école, c'était plus facile. Je rencontrais beaucoup de gens, maintenant j'ai beaucoup d'amis, j'ai les gens que je sais que je peux compter sur eux. Avant, c'était pas du tout pareil en fait. C'est par rapport au comportement dans la famille, ça a un petit peu changé. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai vécu presque seule sans mes parents. Et quand je suis arrivée ici, je continue de vivre comme là-bas en fait. Et je suis devenue, on peut dire, moins proche de ma mère qu'avant. Je suis devenue plus froide. J'ai passé 18 mois ici, en France, une situation vraiment catastrophe. Comment ça dire, tous les matins, attendre les polices pour faire l'explosion pour en Allemagne. C'était ça. Sans aide sociale, sans aide de logement, de temps en temps. Je dormais en 115 avec les clochards. Je mangeais en 115. Je vivais en 115 avec mes 2 enfants. Je pense qu'il n'y a pas plus pire de ça. Juste, laisse tomber tout, juste la honte. Et après, les enfants qui te posent toujours les questions. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'ils nous attendent? Nous va dormir où? Imagine en France, une enfant qui écoute tout le temps les parents, qui vivent avec cette peur. Les enfants qui voient les flics et non, ils courent de l'autre côté, ils savent même pas pourquoi ils couraient. Moi non plus. Hein. J'ai jamais volé, j'ai jamais fait ma vie. Imagine les enfants. Au matin, c'était 8h, nous frappaient les portes, nous disaient 8h, les flics ils sont pas là, habille-toi, il faut partir à l'école. Pour Yasmine, c'était un peu, comment ça dire, différent avec Fatlin. Parce que Yasmine, il était né, il a vu que ça. Et Fatlin, il était vraiment très triste parce qu'il a vu les meilleures vies, il a vu les vies avec les maisons, avec les voitures, avec l'argent, une vie qu'il a vu non tranquille, il a profité vraiment de la vie. Et après, il était tombé. Par rapport à moi, je connais, avant, il était vraiment vivant, il a toujours bougé, maintenant, je sais pas, il est vraiment... Comment ça dire, je trouve un peu indifférent. Merci. Yasmina, par exemple, sauf erreur de date, elle est tout de suite allée à la maternelle en France. Hein,
sa première année de maternelle. Oui. Voilà, donc elle s'est trouvée tout de suite dans le bain français, tandis que Fatline, lui, il avait déjà vécu beaucoup d'autres choses, à la fois d'événements et puis de langue aussi, parce qu'il s'était frotté à l'allemand, il s'était frotté... l'albanais, allemand... Bon, l'albanais bien sûr, après c'est essayer de s'adapter en Allemagne, après essayer de s'adapter aux Pays-Bas, après en France, c'est quand même lourd pour un gamin de 8-10 ans, quoi, enfin... Mais il faut dire aussi que vous étiez des... Enfin, je le dis, tant pis si tu dois rougir, mais je veux dire, vous étiez des parents absolument fantastiques, parce que la galère dans laquelle vous étiez, et je veux dire, il n'y a pas une seule fois où un des deux enfants a manqué l'école ou est arrivé en retard à l'école. Même dans les périodes où vous dormiez dehors. Enfin, j'en suis... Maintenant qu'on se connaît bien, mais je ne comprends toujours pas comment vous avez pu faire un truc pareil, quoi. On voyait bien que c'était pour vous ce qu'il y avait de plus important, non? Ça, c'est vrai. Hein? C'était une raison de vivre, comme on dit. C'est raison. Voilà, raison de vivre. Ouais, ouais. Quand ça, je me suis Ça dépend. Pour quelqu'un, ça fait grandir. Pour quelqu'un, ça va être... ça va devenir tous les cheveux blancs, je sais pas comment dire. Ça va casser sa tête. Parce que la temps, c'est vraiment difficile. Pour moi, un petit peu tous les deux. Un petit peu, je pense, avec ma mentalité, je suis un petit peu grandi. Et un petit peu, je n'ai marre d'attendre. C'est un petit peu tous les deux. Je me rappelle plus, c'est à partir de quelle année que les demandeurs d'asile, ils n'ont pas plus la possibilité de travailler. Et donc, lui, il est resté pour 2 ans chez moi, dans ma chambre. Ça casse un petit peu la tête. La priorité, c'est le statut, parce que sans statut, on ne peut rien faire. Mais après le statut, c'est ouvrir une boucherie personnelle. Et ça, un jour, si je prends le positif, je le vais ouvrir. Et, je sais pas, un jour, je l'ai pas appelé boucherie forum. Je sais pas, boucherie réfugiée, une chose comme ça. Oui, c'est un vie comme tout le monde, un vie tranquille, avec sa famille, avoir un travail, une maison, une demain mariée, comme tout le monde. Mais il faut attendre le positif, le statut de réfugié. Quand je suis arrivée, ma mère elle m'avait dit qu'ils ont fait une demande d'asile à l'OFPRA et ils ont reçu une réponse négative. Après, on a attendu 3 ans pour qu'ils aient un carte de séjour avec le droit de travail. Et c'est un carte de séjour vie privée familiale. Et là, ils travaillent dans les métiers qui leur correspondent pas, en fait. C'est parce que leurs diplômes, ils ne sont pas reconnus en France et c'est pas pareil que là-bas. C'est un petit peu dur pour eux, je comprends, mais voilà, on peut rien faire. Déjà, je souhaite finir mes études et après de trouver un travail qui me correspond, je peux gagner ma vie avec.
et déménager tout seul. Comme ça, mes parents, ils n'ont pas de soucis pour moi, ils s'inquiètent pas pour moi. En fait, avant, j'écrivais le rap, hein, tout ce que j'ai vécu par rapport à ça, par rapport à l'arrivée ici, tous les trucs que j'ai vécu en fait. Mais j'avais rangé quelque part et je les ai perdus et voilà. Ça m'a rangé un petit peu parce que j'avais pas envie de les relire pour me rappeler les choses que j'avais déjà un petit peu oubliées. Je vais vous dire une chose. Pour moi, c'était pas mon choix. Et mon cœur, mon vie, il est en Albanie. Bon. Moi, comment ça dire, maintenant, je suis forcé. Je suis pas forcé par rapport à la France, moi. Par rapport à mon histoire, par rapport à mon vie, je suis forcé de vivre ici. Je dis vraiment merci et mes enfants, ils sont bien intégrés ici. Et en plus, je pense, mon fils, ils savent qu'est-ce qu'il a fait, la France, pour lui. Il va respecter toute son vie. Moi, pour moi, ça va être un peu dur et difficile. Par rapport, parce qu'ici, ça manque tout. Ça veut dire les boulots. Je fais un boulot qu'on fait tous les étrangers, par exemple, la sécurité, c'est pas mon métier. Mais je suis contente parce que je fais quelque chose pour mes enfants. Et après, le reste, je reste toujours ici parce que ça manque l'amis, ça manque tout. Un peu dur pour parler en français, pour trouver un accent, ça. Mais les enfants, c'est vrai, ils aiment bien, ils sont bien occupés ici. Bon, ils vivent. Je pense, ils vivent normal comme tout le monde. Moi, qu'est-ce que j'aime? Profiter ici en France, c'est pas de pain français quand ils pensent les Français, juste la sécurité et la vie normale. Pour moi et pour mes enfants. Tu me prends un peu pour parler français? Parce que tu parles mieux de moi. Oh. Et moi, je te prends l'albanais. Hein? Si tu veux. Ah ouais, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que tu vas apprendre comme mot? Bah, dis-moi, un mot important. Des fleurs. Des fleurs? Oh. C'est bien. Du café. Du café. C'est bien. À ton tour. À mon tour? Oui. T'as deux chambres. T'as deux chambres. Ouais. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je t'aime beaucoup. Voilà. Tes amis. Tes amis. Voilà. T'as vu, tu parles avec l'accent en albanais comme je parle en français. Le nez. Le nez. Les yeux. Les yeux. Le front. Le front. Grâce à toi, après, je parle en français. Merci à tous d'avoir suivi ce documentaire. Cette émission touche à sa fin. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour un prochain numéro d'Allée de l'enfance.